Chapitre 27. Ils dénichèrent une camionnette Ford Transit blanche, abandonnée, au bord de la route qu'ils avaient suivie 15 jours plus tôt. La portière côté conducteur était ouverte, et une dizaine de mètres plus loin, Léo vit une paire de Doc Martens et un bas élimé d'un jean dépassé d'un buisson derrière un arbre. Mohamed s'avança et passa sous l'arbre pour aller voir. « Ne vous approchez pas trop, » dit Jennifer. Il tira une branche et fit la grimace. Oh, « Il ne reste plus que des os et des vêtements. » Le conducteur, probablement. Il avait dû être infecté, arrêter son véhicule pour éviter de s'écraser contre quelque chose, puis... Que pensait-il faire en sortant de son siège? Trouver de l'aide? Léo songea que l'homme n'avait peut-être pas compris ce qui lui arrivait et ce qu'il avait sous les yeux, à savoir que la mort était inévitable. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de détacher sa ceinture. Cela avait dû avoir lieu après leur passage, et il se demanda si c'était longtemps après. Avec précaution, il ouvrit la portière côté passager et se pencha à l'intérieur. Il s'attendait à percevoir ces fils épouvantables. Le reste de quelqu'un d'autre, peut-être, mais non. L'intérieur semblait propre, la clé était encore même sur le contact. Ça a l'air d'aller. Quelques mètres plus loin, sur le bord de l'étroite route de campagne, Grace regardait la camionnette avec appréhension. « Et s'il y a encore des morceaux à l'intérieur ?» Léo grimpa prudemment sur le siège. « Léo, s'il te plaît, fais attention !» plaida Jennifer. Il observa l'habitacle. « Je ne vois rien de gluant. Ça a l'air complètement propre. »« Oui, mais je ne suis pas sûre que ça vaille le coup, » insista sa mère. « Il suffit que nous touchions un seul de ces flocons ou un seul de ces fils pour attraper le virus. »« Sauf si on est immunisé, » rappela Mohamed. Léo redescendit du véhicule. « Maman, on va dans un village pour chercher des réserves. Il va bien falloir toucher un tas d'autres choses. Et si en chemin on tombe sur un de ces nuages de flocons, on sera en sécurité si on doit s'abriter. » Grace se mordilla la lèvre. Elle se souvenait du nuage au-dessus des rails et se rallia à son frère. « Léo a raison. Dans ce cas-là, autant être sûr de nous, ne prenons pas le moindre risque. » Jennifer se dirigea vers l'arrière de la camionnette et lentement, elle ouvrit la portière du coffre. Quelque chose bougea à l'intérieur. Un pot de peinture qui roula jusqu'au bord et atterrit sur le bitume avec un bruit sourd. Le coffre était plein d'autres pots, de pinceaux et de bâches toutes tachées. 10 minutes plus tard, ils avaient entièrement vidé le coffre sur le bord de la route. Jennifer hocha la tête, satisfaite de n'avoir trouvé aucun filament gluant dissimulé à l'intérieur. Léo s'installa sur le siège conducteur, Jennifer à ses côtés, tandis que Mohamed et Grace s'accroupissaient dans le coffre. « Allons-y !» dit Léo en tournant la clé dans le contact. La camionnette démarra avec un grondement, fit un bond en avant d'1 mètre, et cala. « Le point mort !» dit Jennifer. « Tu l'avais mis au point mort ?» Léo se frappa le front mentalement. Pourtant, il savait comment ça fonctionnait, les vitesses, l'embrayage. Enfin, en théorie. Il mit le levier à 2 vitesses au point mort et réessaya. Cette fois, le moteur se mit à ronronner de mauvaise grâce. Léo jeta un coup d'œil à ses pieds et tâcha de trouver la signification des 3 pédales. Alors, frein, embrayage, accélérateur. Il appuya sur la pédale du milieu et tenta de pousser le levier sur la première position. Le moteur émit un râle grinçant. Ah non, c'est vrai. Embrayage, frein, accélérateur. Il enfonça la bonne pédale et enclencha la vitesse, cette fois, sans que le moteur n'y trouve rien à redire. Il leva le pied et la camionnette bondit à nouveau comme un kangourou, manquant de justesse de s'encasser dans l'arbre et d'écraser les os qui se trouvaient devant. Léo tourna violemment le volant et le véhicule remonta sur la route. La traversa
et s'arrêta sans trop de brutalité contre un arbre de l'autre côté de la chaussée avant de caler. « Ah, mais bon sang, Léo !» cria Grace à l'arrière. « Tu veux nous tuer ou quoi ?» Une demi-heure plus tard, leur Ford Transit pénétrait enfin dans le Little Buntingham avec forte protestation du moteur qui n'appréciait pas du tout le manque de délicatesse de Léo. On avait improvisé une barrière de fortune en travers de la route, mais rien qui soit en mesure de les empêcher de passer. Il n'y avait que quelques piles de cagettes en bois, un vieux canapé et le panneau d'une agence immobilière au dos duquel il y était peint, à la hâte, quelques mots. « Le virus est ici aussi. » « On n'a qu'à s'arrêter là, » dit Mohamed. Léo arrêta le véhicule dans un soubresaut et coupa le moteur. Il songea que c'était typiquement le genre de petite ville rurale qui attirait les Américains en vacances au Royaume-Uni. Une petite place avec du gazon, une mare aux canards dotée d'un saule pleureur dont les feuilles caressaient la surface de l'eau. Mais pas de canards ce jour-là, évidemment. Il y avait un pub, et juste à côté une poste et une petite épicerie. Le clocher d'une église surplombait le toit de chaume, enfin bref, un hameau de carte postale. Mais il était désert et silencieux, hormis le doux murmure des branches du saule frémissant dans la brise. « Peut-être que les habitants ont été évacués ?» suggéra Jennifer d'un ton plein d'espoir. « Non, » répondit Mohamed. « Vous avez vu la pancarte ? Le virus est arrivé jusqu'à eux. » Léo repéra 2 petites piles de vêtements, une sur la place et une autre derrière un massif de fleurs devant la poste. Il les désigna à sa mère. « Je pense qu'aucun endroit n'a échappé à ça. La pharmacie est un peu plus loin dans la rue principale, » annonça Mohamed en sortant du coffre de la camionnette. Jennifer ouvrit sa portière. « Les enfants, vous restez là. Ce n'est pas la peine qu'on y aille tous. » Sans l'écouter, Léo posa la main sur la poignée de sa portière, mais sa mère lui agrippa le bras. « Non, je t'ai dit de rester ici. »« Oh, c'est bon, maman, je peux quand même. »« Léo !» le coupa immédiatement sa mère. « Pour une fois, est-ce que tu veux bien faire ce que je te demande ?» Il la regarda droit dans les yeux, comme par défi. Il aurait voulu lui expliquer peut-être qu'il était temps pour lui d'agir et d'être considéré comme un adulte. Bon, il n'en avait pas tant envie que ça, mais il était probablement temps malgré tout. Elle devait l'accepter, et il faudrait bien qu'ils aient cette conversation à un moment donné. Mais peut-être pas tout de suite. Sa mère avait sa tête stressée, et elle commençait à hausser le ton. De toute évidence, elle ne comptait pas tolérer la moindre insolence de sa part ce matin-là. « Léo, tu restes ici, et tu surveilles ta sœur, compris ?» Sa voix était montée d'un cran. Léo hocha la tête, résigné. « Bon, ok. Débrouillez-vous pour me trouver de l'aspirine et du paracétamol. »« Ne t'en fais pas, on prendra un peu de tout. » Elle lui serra doucement le bras avant de le lâcher. « On revient dans 5 minutes, d'accord ?» Elle descendit de la camionnette, ferma la portière et rejoignit Mohamed derrière la barricade, puis ils partirent le long de la jolie petite rue. « Pourquoi tu fais toujours ça ?» lâcha Grace derrière lui. Il observa sa mère et Mohamed disparaître dans un virage. « Quoi ?» La poussait à bout. Il se retourna sur son siège. Sa petite sœur était avachie contre la paroi de la camionnette et tenait délicatement son bras blessé. Elle était très pâle, les yeux fermés. « Ah, Grace, j'ai presque 17 ans et elle me traite encore comme un gosse. »« Ouais bah, t'as qu'à arrêter d'agir comme un gosse aussi. » Il compta jusqu'à 5 dans sa tête. Parfois elle le rendait dingue. Sa manière de parler, façon « je suis déjà une adulte, moi », comme si c'était elle l'aînée. C'était horripilant par moments. Vous pensez vraiment qu'on est immunisé contre ce truc ? C'est tout à fait possible, acquiesça Mohamed. Vous m'avez raconté votre histoire dans le train, et il m'est arrivé la même chose dans la salle des fêtes de ce village. La police est venue nous réveiller et nous a rassemblés là-bas. Un policier commençait déjà à nous répéter ce qu'on lui avait dit,
que ce n'était pas des mesures de sécurité quand quelqu'un est rentré dans la salle. Quelqu'un de malade. Ça a été la panique. On a tous couru dehors. Et c'est là qu'on a vu ces espèces de flocons blancs tomber du ciel comme de la neige. Il secoua la tête. Il y en avait tellement. L'un d'eux m'a touché, et c'est sûr. Et vous n'êtes pas tombé malade du tout? Non, rien. Si nous sommes immunisés, et je dis bien si, alors ce n'est pas un fonctionnement normal. D'habitude, un virus attaque. Et c'est si on survit que le corps sait comment le combattre par la suite. Mais là, le virus semble n'avoir aucun effet sur nous, dès le départ. Si nous sommes immunisés, il est incapable de nous attaquer. Ou alors, nous avons simplement eu beaucoup de chance. C'est également une possibilité, convient Mohamed. Ils passèrent devant le seul pub du village et sa jolie petite terrasse. Ils s'approchèrent de l'église, située de l'autre côté de la rue, à côté d'un bâtiment municipal de plein pied. Sur le petit chemin de gravier flanqué de parterres de fleurs qui menait à la porte, on apercevait plusieurs piles de crânes. Jennifer aperçut un crâne tacheté de brun qui émergeait du décolleté d'une robe de chambre bleue à côté d'un dentier rose vif. Elle détourna les yeux. C'était trop pour elle. Elle porta son attention vers le seul endroit qui ne risquait pas d'être jonché de cadavres. Le ciel. Oh, quelle horreur. Je crois que je vais vomir. Essayez de ne pas regarder, répondit son compagnon. Elle prit une grande inspiration. C'est ici qu'on vous a rassemblés? Oui, je suis partie en courant et j'ai quitté le village. Et votre famille? Est-ce que vous aviez quelqu'un? Pour ça, on peut dire que j'ai eu de la chance. Je n'ai pas de famille. Il lui effleure le bras. Voilà le cabinet médical du village. La pharmacie se trouve à l'intérieur. Léo ouvrit sa portière. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» s'écria Grace. « Je vais juste jeter un coup d'œil dehors. »« Mais maman t'a dit de rester là avec moi. »« Toi, tu restes là. Moi, je ne vais pas très loin. » Léo sortit. « Léo ! Hé, du calme. Je veux juste aller voir la mare. »« Mais pourquoi ?» gémit-elle, sans plus la moindre remontrance dans sa voix. « Non, Léo, s'il te plaît. Je ne toucherai à rien. Reste là, ça va aller. » Il laissa sa portière ouverte, comme un braqueur de banque anticipant une fuite précipitée, puis il traversa la pelouse envahie par les mauvaises herbes en direction de la mare. Il fit un petit détour pour observer de plus près la pile de vêtements. On aurait dit les restes d'un adolescent ou d'une adolescente. Des baskets, un jean, un maillot de foot, anciennement jaune canari, et à présent marqué de grandes taches brunes, et une tignasse de cheveux châtains ondulés qui devait arriver aux épaules. Ça aurait pu tout aussi bien appartenir à un type coiffé à la Harry Styles qu'à une fille un peu garçon manqué qui aimait bien le foot. Après tout, il ne disposait que de vêtements, des os et des cheveux pour deviner. Où est passé le reste de lui ou d'elle? Il avait vu le corps de Monsieur Maréam réduit en une flaque. Il avait regardé Eva et l'autre jeune homme, Greg, commencer à fondre de la même manière. Où était-il désormais, ce fameux liquide? Il se demanda si c'était lui, qui, une fois séché, donnait ces fameux flocons blancs, comme des graines de pissenlit qui s'envolent en nuées de plumes dès qu'on souffle dessus. Mais que tout le liquide se soit transformé en flocons, c'était difficile à croire. Peut-être qu'il avait été en partie absorbé par le sol, mais il n'y avait pas le moindre trace de résidus en vue, rien sur l'herbe. On aurait dit que le virus avait digéré ses proies en les transformant en liquide, avant de disparaître totalement, ne laissant plus que les os derrière lui, les seules choses qu'il ne pouvait pas consommer. Il ne peut pas s'être simplement évaporé, mini-clown. Il est encore là, quelque part. Léo hocha la tête. Il l'avait observé de près. Ce n'était pas un liquide normal,
et il en était certain. Il l'avait vu ramper, comme pour aller vers quelque chose. Le liquide se contentait pas de suivre les rayures du bois ou d'obéir à la gravité. Ses petits filaments avançaient délibérément les uns vers les autres. Il cherchait à se retrouver, à établir une sorte de connexion. Le virus ne s'est pas évaporé. Il n'a pas été absorbé. Il est parti quelque part. Léo se leva et regarda autour de lui, soudain conscient de sa vulnérabilité là où il se trouvait. Le virus, il se cache.